Hey, hey, hey! Salut à toi, jeune amateur du 7e art. Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans les 20 premières années du cinéma, à l'époque où le cinéma était encore muet. Le cinéma est la forme d'art qui est devenue populaire le plus rapidement. La rapide ascension du cinéma est surtout due à sa principale limite, à savoir le silence. En effet, les films, puisqu'ils sont muets, sont très facilement exportables. Une fois les intertitres traduits, tout spectateur pouvait les voir dans n'importe quel pays. Même les enfants et les analphabètes, et ils étaient nombreux à cette époque-là, pouvaient compter sur certains spectateurs serviables pour leur lire les intertitres. Au Japon, la projection d'un film était même accompagnée d'un benshi. Le rôle du benshi consistait à commenter le film et à énoncer les dialogues des acteurs. Mais le rôle ne s'arrêtait pas là. Le travail du benshi va en effet se transformer en art de conter. Il devait expliquer le film et pouvait même raconter une histoire très différente à partir d'un même film. Les benshi devinrent très vite des stars, si bien que la qualité des projections dépendait non pas du film, mais de la performance du benshi lui-même. La popularité des commentateurs explique certainement pourquoi le cinéma japonais est resté pendant très longtemps du théâtre filmé. Tandis qu'en Occident se développe une toute autre technique de narration. À l'époque, le son synchrone n'existait pas encore. L'industrie cinématographique se développe, les films augmentent leur durée et les scénarios deviennent plus complexes. Des films comme Metropolis ou Nosferatu exposaient intrigues et personnages sans avoir recours au dialogue. Les seuls moyens de narration étaient la composition du plan, la position de la caméra, le montage et surtout l'expressivité des acteurs. Les différents cadrages n'étaient du coup pas juste d'ordre esthétique, ils servaient également à faire avancer l'intrigue et exposer le caractère des personnages. Par exemple, il n'a pas fallu au vampire Nosferatu une grosse voix de méchant pour instaurer la peur chez le spectateur. Un cadrage en contre-plongée avec un gros contraste et un acteur déguisé pour l'occasion ont suffi pour que les spectateurs l'intègrent comme étant le grand méchant du film. Tout y est, la composition du plan, la position de la caméra et l'expressivité de l'acteur. Les codes de la narration visuelle étaient nés. Codes qui aujourd'hui encore sont utilisés et qui sont toujours très efficaces. On a vu que les plans et différents cadrages servaient à faire avancer l'intrigue, mais lorsque l'histoire avait besoin d'explications ou qu'il y avait des dialogues, le réalisateur pouvait utiliser des intertitres aussi appelés cartons. Les cartons avaient pour but de faciliter la compréhension de l'histoire du film. On pouvait les utiliser pour transcrire un dialogue que le réalisateur jugeait important pour la compréhension de la suite du film, ou bien pour introduire ou finir le film. On considère le court-métrage de 1900, How It Feels to Be One Over, à être le premier film utilisant des intertitres. Et très vite, les intertitres devinrent bien plus que des simples écriteaux sur un carton. On pouvait y ajouter des éléments tout autour, un cadre par exemple, et les polices d'écriture étaient très variées. Lors de la première cérémonie des Oscars, en 1929, il y avait même la catégorie des meilleurs intertitres. Mais avec l'arrivée des films sonores, vous vous en doutez, les intertitres ont quasiment disparu. Et je dis bien quasiment car les intertitres, même s'ils sont présentés sous une autre forme, sont encore utilisés de nos jours. Et oui, ça c'est un intertitre, et ça aussi. Je conclurai cette première vidéo consacrée au cinéma muet par cette petite phrase. Le cinéma muet, à défaut de pouvoir parler, a inventé un tout autre langage, celui du langage cinématographique.